Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition 2025 de Célébrons nos histoires. Nous vous remercions pour votre présence ce soir. Mon nom est Mélissa Benciali-Ado. Je suis chargée de projet en inclusion sociale et économique au pôle et j'ai eu le plaisir de travailler avec mes collègues à élaborer et organiser cette exposition et cet événement. Célébrons nos histoires est une exposition qui a lieu depuis 2023 durant le mois de février dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs dans presque 50 lieux de l'arrondissement. Entre autres, les bibliothèques, les écoles, les espaces publics et communautaires et plusieurs commerces participants. Nous souhaitons notamment remercier l'arrondissement de Montréal-Nord pour sa collaboration, la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada, ainsi que la députée de Bourassa-Sauvé, Madame Madoua Nika-Kadé. Cette exposition vise à reconnaître, célébrer et mettre la lumière sur des personnalités issues des communautés noires qui, durant leur parcours, sont passées par Montréal-Nord et qui ont œuvré pour la construction et le rayonnement de notre arrondissement, ainsi que le développement du Québec et du Canada. Cette initiative est née d'un souhait de documenter et de raconter l'histoire de notre arrondissement, la vraie histoire, celle de ses résidentes et ses résidents, mais aussi de célébrer la diversité, la complexité de ces parcours dans un climat actuel et un contexte médiatique qui bien trop souvent les simplifie. Aujourd'hui, dans les deux salles du pavillon Henri Bourassa, nous vous invitons à découvrir les 14 portraits qui ont été réalisés ces 3 dernières années par la talentueuse artiste Niti Marcel Muette et à les laisser vous inspirer. Également, pour la première fois, nous vous proposons en première partie un panel de discussion sous le thème « Racontons nos histoires ». Celui-ci abordera les enjeux d'inclusion des personnes issues des communautés noires dans notre société et aussi la nécessité de diffuser les récits de ces communautés. Ce panel sera animé par Michelle Camara, consultante stratégie d'inclusion et gestion de la diversité. Merci beaucoup et bon panel. Merci nos deux invités. Avant de commencer à les cuisiner, je vais quand même prendre le temps de vraiment les présenter. Qui sont-ils ? Gabriela Garbo. Gabriela Garbo est une passionnée de culture et d'éducation. Elle est fondatrice de la librairie Racine. Personnellement, je suis cliente, je ne sais pas vous. Elle est donc fondatrice de la librairie Racine. Elle s'engage à valoriser l'histoire des Noirs à travers des initiatives éducatives et culturelles. Elle souhaite inspirer les jeunes générations en leur faisant découvrir la richesse de leurs racines. Merci d'être avec nous, Gabriela. Un plaisir. Rodney Saint-Éloi. Poète, écrivain, essayiste. On va s'entretenir après le panel. Éditeur, né à Cavaillon, en Haïti, Rodney Saint-Éloi est l'auteur d'une 15aine de livres de poésie, dont « Je suis la fille du baobab brûlé » 2015. Il a été finaliste au prix des librairies, finaliste au prix du gouverneur général. Jacques Roche, Je t'écris cette lettre, 2013, finaliste du gouverneur général. Il est auteur de l'essai Passion Haïti, paru aux éditions Septentrion en 2016. Il a eu le prestigieux prix Charles Biddle, qui lui a été décerné en 2012. Il a été reçu en 2015 à l'Académie des lettres du Québec et en 2019 à l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Il dirige la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qu'il a fondée en 2003 à Montréal. Son plus récent recueil, Nous ne trahirons pas le poème, est paru en janvier 2020. La table est posée, vous imaginez qu'on aura des choses à raconter ce soir. On va commencer par le début, par les personnes que vous êtes. Je viens de lire vos biographies ici, mais on est tous forgés par des moments importants dans nos vies, et j'aimerais vous entendre sur ces temps forts qui ont fait aujourd'hui la personne que vous êtes, qui vous ont marqué. Honneur aux dames. Gabriela. Ouh là là. Bon, peut-être je pense à un moment fort. Pour le mettre en contexte, moi... Ben d'abord, j'aimerais ça dire que je suis vraiment heureuse d'être ici à Montréal-Nord. Je suis vraiment contente. Je vois beaucoup de visages familiers, beaucoup de visages inspirants. Puis, ce que j'allais dire, en fait, c'est que j'ai été au collège Marie-Victorin, qui est pas loin, très loin d'ici. Vous connaissez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été à Marie-Victorin? Let's go!
Et donc, j'étudiais en travail social, en technique de travail social. Et puis, à un moment, il y a eu plusieurs petits épisodes où je me suis posé la question, est-ce que ça s'est arrivé parce que je suis noire? Est-ce que ça s'est arrivé parce que je suis jeune? Est-ce que ça s'est arrivé parce que je suis une femme? Puis j'étais un peu plus rebelle à cette époque, puis je me laissais pas trop faire, mais à un moment, ça devient épuisant. Puis j'ai pensé à peut-être abandonner la technique et tout. Je me suis dit, ah, c'est pas pour moi, je vis trop de choses, etc. Puis je me rappelle de ce prof-là on n'avait pas vraiment eu de conversation ou de lien quelconque, mais qui est venu me parler, puis qui m'a dit, ah, ça doit être épuisant, etc. Puis qui m'a donné des livres de sa bibliothèque personnelle. Puis il m'a écrit des mots à l'intérieur, c'était des mots d'encouragement, etc. Puis c'est là aussi que j'ai vu et j'ai compris l'impact que peut avoir quelqu'un qui t'encourage, qui te donne des bons mots, et aussi le pouvoir des livres. Parce que les livres que j'ai lus, qui m'a suggéré, c'était des livres qui parlaient justement de cette black fatigue, de toutes les choses qui peuvent nous arriver. Puis des fois, dans ce que tu vis, tu penses que c'est individuel, alors qu'il y a un système qui travaille, qui t'épuise, qui te tire vers le bas pour des choses que tu n'as pas décidées. Hein. Moi, je n'ai pas décidé d'être noire, mais j'en suis fière. Je suis très fière d'être noire. On est le monde de l'histoire des Noirs. Let's go, black people. On peut s'applaudir aussi. Yeah. So, c'est ça. Donc, ce professeur-là, québécois, qui m'a donné des livres de sa bibliothèque personnelle, puis qui m'a encouragée à pas lâcher la technique, puis avec qui j'ai encore des liens une fois de temps en temps. Ça a été vraiment une personne inspirante dans mon parcours. Puis c'est ça. Finalement, c'est une histoire de rencontre. Oui, exactement. Comme il m'a donné des livres, puis de là, il y a eu tout un changement. On a tendance à croire qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins. Mm-hmm. Mais en fait, chacun d'entre nous est un peu une histoire aussi. Puis en se partageant, en se racontant, on inspire d'autres personnes. Puis là, c'est ce que tu nous racontes. Finalement, je veux dire, tu as créé une librairie. Il a apporté sa pierre vraiment à la personne que tu es aujourd'hui et à ton histoire. Exact. Merci, Gabriella. Rodney? C'est un peu difficile de parler. Avec la barbe blanche, on imagine que tu as une sacrée histoire. Oui, parce qu'il y a tellement de gens importants qu'on a croisés dans notre vie et qui déposent en nous quelque chose de très précieux. Et ce n'est pas les gens qu'on croit, hein, ce n'est pas les grands messieurs, les grandes mesdames qui souvent nous donnent le déclic. Et moi, c'était ma grand-grand-mère. Et c'est drôle parce que j'ai été reçu à l'Académie des lettres du Québec, quel honneur. Et je leur ai dit, sachez une chose, et je suis accueilli comme académicien parmi les lettrés, les plus grands lettrés du Québec. Mais sachez que celle qui m'a donné l'alphabet, la lecture et l'écriture, elle ne savait pas lire. Et c'est une femme qui s'appelle Tida, qui vivait à Cavaillon et qui tous les soirs me faisait lire un psaume qui disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Moi, je pensais qu'elle savait lire. Et c'est une femme qui chantait en créole « La mort va venir, nous voilà ». Et puis, quand j'ai commencé à lire, j'ai découvert que tous les philosophes disaient la même chose. Et puis, dans ma tête, je disais, la plus grande philosophe présocratique, c'était Tida. Et elle ne savait pas lire. Vous voyez donc le don, et je leur ai demandé une chose. Dans le dictionnaire, il faut peut-être redéfinir le verbe donner. Donner n'est pas donner ce qu'on a, c'est donner ce qu'on n'a pas. C'est ce que Tida a fait. Tida n'avait pas l'alphabet, Tida m'a donné l'alphabet. Et c'est très tard que j'ai compris, là j'avais 7-8 ans, j'étais très jeune, mais effectivement, quand Tida me disait que l'Éternel est mon berger, quand je disais ça, je pensais que j'avais un berger qui s'appelle l'Éternel. Je pensais vraiment. Donc, c'est pourquoi quand j'écris de la poésie, je joue avec les oiseaux, je parlais aux plantes, aux arbres. J'allais à la rivière Casimir,
je jouais avec la rivière comme si c'était un ami. Donc les gens disent, mais c'est de la grande poésie, Seuil, l'édition Point, là on publierait, Mbo me publie. J'ai dit, mais Tida avait raison. Parce qu'on parlait aux anolis. C'est ce que j'écris dans ma poésie, c'est ça. C'est-à-dire, tout était vivant autour de moi. Je vois des gens philosopher, déjà à l'université, qui écrivent des pages et des pages, mais je faisais ce qu'on faisait. Donc, à Cavallon, je vivais vraiment avec moi-même, avec la nature. Et puis, je pensais vraiment que la parole de Tida qui venait de la Bible était quelque chose de sacré. Elle m'a appris ça. Et en Haïti, on nous disait, n'importe qui te dit, ah, c'est vrai, je l'ai lu. Donc, pour te montrer comment c'est sacré, Michel, la question de l'écriture. Et j'ai compris une chose, et parce que, comme tout le monde, les gens ont peur de dire ça, on était tous pauvres. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, tout le monde était pauvre. Aujourd'hui, il y a des milliardaires, mais ne croyez pas qu'ils étaient nés milliardaires. Donc, ils ont beaucoup volé pour devenir milliardaires, mais avant, tout le monde était né nu. Et quand vous avez une grand-mère qui vous dit « l'horizon est à vous », et là, vous ne pouvez pas tomber, parce que vous savez en vous qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus grand. En plus, il y a eu d'autres femmes, comme ma mère Bertha. J'ai écrit un livre fabuleux, excusez-moi, ce n'est pas de la mégalomanie, qui a été publié chez Québec Amérique, ensuite qui a été publié en France chez Héloïse d'Ormesson. J'étais en Suisse, dans un petit village. On m'a accueilli, c'est Alain Mabankou qui m'avait invité. Bon, puis c'est intéressant parce qu'on ne cite pas le nom de Bertha, c'est ma mère. Donc c'est à moi de raconter son histoire. Quand je fais ce livre, et puis en toute humilité, j'arrive et puis je vois que tout le monde est content, les gens achètent, etc. J'étais content parce que les gens achètent les livres. Et puis ensuite, le livre a été publié à Paris par Héloïse d'Ormesson, la fille de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, c'est l'un des grands aristocrates en France, la fille de cet aristocrate, et puis qui disait dans ma conférence, « Ah, j'adore Bertha ». Et je me suis dit, j'ai compris une chose. Héloïse d'Ormesson et Bertha Saint-Éloi, ma mère, ne peuvent se rencontrer que dans un livre. C'est-à-dire, leurs chemins de vie sont des chemins parallèles. Donc, elle, dans la vie réelle, elle ne pourrait jamais raconter Bertha. Donc, écrire pour moi et raconter pour moi, c'est raconter la vie de ces gens simples. Mais ces vies-là sont d'une complexité extrême. Donc, ce sont des gens, c'est-à-dire, j'ai un héritage. Cet héritage, ce n'est pas l'argent, c'est cette mémoire-là que m'a transmise Tida, que m'a transmise Bertha, que m'a transmise Mercelia. Donc, c'est ça, si je suis ici à vous parler, à te parler, Michel, c'est parce qu'il y avait ces gens-là, quand je dis gratitude, respect, merci, c'est ça. À chaque fois que je prends la parole, c'est pour dire merci à ces gens-là qui n'avaient pas ce qu'elles... C'est des femmes qui m'ont donné ce qu'elles n'avaient pas. Parce qu'elles désiraient... J'ai écrit dans un livre qui s'appelle Passion Haïti. J'ai l'impression que ces femmes-là se sont mises ensemble. J'imaginais une conversation entre ces trois femmes, Bertha, Kontita, Tida, grand-mère, grand-grand-mère, grand-mère et mère, qui se sont dit, qui ont monté une coopérative pour faire de moi un être humain. Wow. C'est tellement riche, tout ce que tu viens de mettre sur la table, Rodney. Et là, mon cerveau, il est en panique, il essaie de retenir tout ce que tu as dit, mais il y a quand même des choses qui m'ont vraiment marqué. Déjà, gratitude et respect. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des valeurs qu'on sous-estime. Et je pense que c'est important de les remettre là, sur la table. Puis je suis vraiment marquée par le pouvoir des gens simples, nous tous dans cette salle, simples, mais riches de ce qu'on nous a inculqué finalement. Et le pouvoir des mots qui s'entremêlent et qui viennent directement nous toucher et qui ont un impact ensuite sur nos destinées. Fondatrice de librairie, poète, écrivain. Vous tous dans la salle, demain vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez partager votre histoire et avoir de l'impact durable, puisque c'est un mot aussi à la mode, un impact durable sur quelqu'un. Je ne veux pas voler le punch de la prochaine question, qui est tout simplement,
pourquoi est-ce important de raconter son histoire? Mais je pense que vous avez déjà un petit peu mis la table ici. Est-ce que vous voulez vraiment donner quelques raisons de l'importance de raconter son histoire? Puis je vais redonner la parole à Rodney. Ou à Gabriela. Partagez-vous. Je pense que c'est important de raconter son histoire parce que si on ne le fait pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire à notre place. Puis leur vision ou leur version peut être erronée. Puis si je peux donner un exemple encore dans le système scolaire, c'est moi, dans mes cours d'histoire, par exemple, avec les communautés autochtones, quand on parlait des communautés autochtones comme des communautés qui appartiennent au passé. Ah, ils habitaient dans ça, ils faisaient ça, tout le temps au passé. On ne parlait pas de leur contribution au territoire. On parlait d'une rencontre qui était quasiment presque racontée presque de façon pacifique. Hein. Il y avait des échanges, des conversations, etc. Romantisé? Oui, c'était très, très, très romantisé. Et c'est après, plus tard, quand j'ai été en contact avec des textes qui ont été écrits par ces communautés, que tu te rends compte que, oh là là, hein, on ne m'avait jamais parlé de violence, d'assimilation, de tout ce qui s'est passé sur le territoire. Puis c'est aussi là que tu te rends compte que quelque chose d'aussi simple qu'on est en 2025, mais les communautés sont là depuis plus que 2025 années sur le territoire, puis qu'on ne parle pas de leur accomplissement, on parle pas. Donc, juste ça a été un moment comme marquant. Puis je voulais juste donner l'exemple des communautés autochtones, mais c'est la même chose pour les communautés noires, puis leur accomplissement ici, etc. Donc, pour moi, c'est juste important de raconter nos histoires parce qu'on a des choses à dire, puis ils ne sont pas toujours mis en lumière, puis on a beaucoup d'accomplissements. C'est le risque d'être effacé, voire déformé, tu sais? Il y a ça aussi, mais aussi le raconter pour nous-mêmes et tout ce qui est transmission aussi. Comme moi, aujourd'hui, je suis parent, puis je pense que tout ne se passe pas nécessairement dans les livres. Comme Rodney a dit, il a reçu le don des lettres, la lecture, etc., par quelqu'un qui ne savait pas lire. Mais je suis sûre qu'elle a fait quand même beaucoup de transmission, que ce soit à l'oralité, etc. Donc, il n'y a pas juste les grands écrivains, les grands poètes qui contribuent à raconter l'histoire. Il y a les grands-mères, les mamans, les dames du quartier. Tout le monde contribue à raconter l'histoire, même ceux que tu croises qui disent « Ah ouais, je connaissais ta mère, elle était à telle place. Ah ouais, ou d'où tu sors en Haïti. Ah ouais, c'était comme ça. » Je pense que raconter son histoire, c'est de plusieurs façons, mais qu'il faut le faire. Puis on le fait tous un peu. Est-ce que, puis ensuite je vais adresser la question aussi à Rodney, mais est-ce que tu as senti une forme d'élitisme autour de l'écriture, alors qu'au final, comme tu le dis, on peut tous raconter nos histoires. Ça nous appartient, mais est-ce que tu as eu une barrière à un moment avant d'oser? C'est sûr qu'il y a des barrières parce que ceux qui choisissent les gagnants, les meilleurs, peu importe comment on peut appeler ça, ils n'ont pas nécessairement les mêmes codes. Les mêmes codes. Ils ne vont pas nécessairement comprendre juste ma façon de raconter les choses. Ils peuvent peut-être même pas s'imaginer. C'est sûr qu'il y a des thèmes comme l'amour, etc. Il y a beaucoup de thèmes universels, mais notre façon de raconter les choses est peut-être pas comprise de tout le monde. Pas conventionnelle, mais valide et réelle. Exactement. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut rentrer dans un cadre pour être reconnu, entre guillemets, mais des fois, c'est mieux vaut juste rester soi-même et juste raconter pour nous d'abord. Puis après, si ça plaît à d'autres, ça plaît à d'autres. Mais on raconte nos histoires pour nous d'abord. Merci. Raconter nos histoires pour les valoriser, pour rétablir une réalité. Je retiens ça de ton partage. Merci beaucoup, Gabriela. Même question pour toi, Rodney. Pourquoi ça? Je pense que c'est fondamental. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer » avec une amie palestinienne, Yara El Gadban. En fait, où je disais que c'est important de raconter, comme Gabriela l'a si bien dit. C'est fondamental de raconter parce que notre histoire fait partie des angles morts. On ne nous a pas raconté, ou bien quand on nous a raconté, moi je vais vous dire quelle image que j'ai eue de ma propre histoire, l'histoire d'Haïti. Quand j'ai commencé à lire l'histoire d'Haïti, on parlait d'esclavage comme si on avait choisi d'être esclave.
comme si les esclaves ont choisi d'être esclaves, alors que les esclaves ont été esclavagisés. Vous voyez, donc au profit d'un système. Donc on n'a jamais parlé de suprématie raciale, et on nous disait que le nègre est laid. Le nègre a le nez épaté dans mon histoire. Vous voyez, donc c'est ça, dans mon histoire. Et dans l'histoire de la France, j'ai publié un livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, où il y a un livre qui est enseigné en France jusqu'aux années 78, un manuel d'histoire enseigné en France, où c'était écrit la race blanche, la plus parfaite des races humaines. Jusqu'en 1978, c'est ce que les Français lisaient quand ils rentraient à l'école. Et nous, en tant qu'Haïtiens, on nous dit, quand je rentre à l'école, je l'ai écrit aussi, on te dit, exprime-toi. Et puis, je parle créole, c'est un désordre, un vagabond. Quand on te dit, exprime-toi, c'est-à-dire tu n'existes pas. Tu dois entrer, Gabriela parlait de cadre, tu dois te défaire de toi-même pour adopter une autre posture, bon, pour te trahir. Il y a un écrivain, Léon Lalo, qui dit, comment dire avec des mots de France, ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Vous voyez, donc on est toujours dans cette espèce de bipolarité. On t'oblige, et même le français, même le professeur qui te dit d'exprime-toi, exprime-toi, ça veut dire ferme-la. Donc, on ne te demande pas de t'exprimer parce que ta vraie langue d'expression, c'est le créole. Et comme dans la tête des gens, le créole, vous voyez, donc le créole n'est pas une langue. Ton corps n'est pas un corps, c'est un corps empêché parce que ton corps est noir. Donc, tu n'as pas la bonne couleur, tu n'as pas le bon nez, comme il dit, tu n'as pas la bonne langue. En fait, tu deviens un subalterne. Donc, vous voyez, donc soit tu rentres dans un processus d'aliénation, ou soit tu essaies de te raconter. Et c'est pourquoi écrire m'a sauvé, parce que écrire m'a permis, parce que je suis un être complètement aliéné. Donc, complètement aliéné, parce que le projet qu'on a fait de nous, c'est que, en fait, une femme haïtienne, il y a peut-être 30 ans, quand tu rentres à la banque, on n'aurait engagé aucune femme avec détresse comme ça. Et j'ai écrit dans Passion Haïti, une fille qui était assez visionnaire et qui portait des petites tresses. Moi, j'avais des tresses aussi. Et on lui a dit, mais on ne va jamais te donner une augmentation parce qu'on va te considérer comme la bonne. Donc, c'est vraiment comme, tu vois, où on fait la différence. À la télévision en Haïti, la personne dit, mais il y a une dame très bonne, très intéressante, qui disait à la télévision, si le fils de la bonne parle la même langue que mon fils, quelle différence il va y avoir entre les deux? C'est-à-dire que nous vivons dans des mentalités qui sont des mentalités coloniales, qui sont ancrées en nous. Donc, et c'est pas par hasard que pour le blanchiment de la peau, on voit par exemple en Afrique un petit peu partout comment les femmes surtout achètent des produits pour se blanchir la peau. On nous apprend que notre peau n'est pas la bonne peau. Donc, c'est pourquoi il faut se raconter. Il faut que je raconte parce que ce qui m'a donné la force de résister contre le racisme, c'est parce qu'il y a des femmes dans ma vie, une grand-mère, une mère, une grand-grand-mère, qui m'ont dit « je suis un prince ». Et je l'ai toujours cru. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, et puis on me dit « quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis résident, je suis un écrivain, je rentre dans le pays. » Et puis, la douanière a gardé mon passeport. Et puis, j'ai dit « mais je panique parce qu'elle garde mon passeport. » Et puis, elle me dit « on t'appellera. » J'ai dit « mais qu'est-ce que je suis sans mon passeport? » Elle m'a répondu « tu n'es rien. » Elle l'a dit en 3 fois. Rien, rien, rien. Donc, vous voyez, donc c'est très facile pour qu'on te détruise. Donc, le système est fait pour te dire que tu n'es rien et avec insistance. Donc, si tu n'as pas une grand-mère, je dis, c'est la vérité ou bien elle se trompe. Quand j'ai pensé à Tida, j'ai dit, mais non, c'est pas ce que Tida m'a raconté. Tida m'avait dit que j'étais un prince. Donc, elle ne sait pas, mais elle parle à un prince.
Et la lecture m'a sauvé aussi parce que quel livre que j'avais avec moi? Avec moi, j'avais Pessoa, l'intranquillité. Et Pessoa, ça veut dire, quand vous n'êtes personne, l'humanité vous appartient. Parce que c'est à votre tour de reconfigurer l'humanité. Donc, l'humanité appartient aux gens de rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous racontez, vous retournez les histoires. Vous voyez cette dame-là, Bertha, elle n'est pas dans les musées. Vous pouvez chercher dans les musées, vous n'allez pas trouver son image. Donc, c'est à mon tour d'introduire cette image-là partout dans le monde pour qu'on parle de Bertha. On parle de Bérénice, on parle d'un ensemble de voix, mais nos voix, nos grands-mères vont exister parce que nous écrivons. N'attendez de personne à ce que les gens viennent et les gens vous racontent votre grand-mère. C'est à vous de dire votre manière de danser, votre manière de jouir, votre manière de regarder la vie, votre manière de manger. Personne ne le fera à votre place. Donc, c'est une nécessité de raconter nos histoires. By the way, son livre est excellent. Vous voyez comment il parle de Bertha? Ça vous donne pas le goût? Comme sérieux, c'est excellent. Allez chercher le livre. Il est vraiment bon. C'est de la nourriture. Rien que là, de l'écouter, je me nourris. Mais alors, j'imagine que ces livres-là... Le livre est top. Waouh! Depuis tantôt, je note parce que je me dis qu'il y a tellement de mots que je veux emporter avec moi de cette soirée. Puis, c'est pas évident quand on est à cette place de profiter autant que vous. De vos deux interventions, puis surtout de la tienne, Rodney, je retiens qu'on a parlé tantôt du pouvoir des mots, comment ils peuvent nous élever, avoir un bel impact sur nous, mais j'entends aussi qu'ils peuvent nous détruire, nous annihiler finalement. Et quand on n'a rien, quand on revient à rien et à soi-même, on peut aussi finalement se raconter. Et c'est là le pouvoir, encore une fois, de la narration et de l'histoire. Oui, parce que quand, en fait, Gabriel a très bien montré ce parcours, parce qu'on est souvent face à l'extrême quand on est noir, c'est une condition difficile. Tout le monde écoute Donald Trump parler. Donc, dans le discours de Donald Trump, on n'existe pas. Donc, il y a Charles Mills qui a publié un livre fondamental qui s'appelle « Le contrat racial », pour te dire, il n'y a pas de contrat social. Donc, il y a un contrat qui est un contrat racial, fondé sur quelque chose qu'on appelle la suprématie blanche. Et c'est ce que Donald Trump met en place. Donc, quand il dit les réfugiés, ce sont des gens qui nous ressemblent. Je me reconnais en chaque réfugié, mais quand la manière dont il parle, donc un réfugié, même s'il est colombien, c'est un frère, c'est un cousin, on se reconnaît en lui, mais quand il parle, ces gens-là sont des dégénérés, ces gens-là, est-ce que vous voyez? Parce que simplement, ils sont ce qu'ils sont. Donc, c'est de nous qu'il parle. C'est de moi qu'il parle. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est assez important de comprendre, en fait, comment le monde fonctionne. Et comment le monde fonctionne pas qu'il y ait un contrat social, il y a un contrat racial. Et c'est pas tout, ça ne suffit pas d'être noir. Il faut dire comment on va lutter contre ça, comment on va mettre en place un combat. Comment Gabriela fonde sa librairie, Gabriela existe. Pas simplement, j'aime beaucoup les questions que tu poses, est-ce que c'est parce que je suis noire, est-ce que c'est parce que je suis femme, est-ce que c'est parce que je suis jeune? Je pense que c'est un ensemble de questions, en fait, qu'on doit se poser. Mais il ne suffit pas d'être noir, il ne suffit pas d'être jeune, il ne suffit pas d'être autochtone, il suffit de créer une autre société. Parce que la société dans laquelle on vit, le système, et c'est pourquoi on dit que le racisme est systémique. Et parce que ce qu'on nous demande, j'écris un poème qui dit très clairement, ne t'excuse pas d'exister. À chaque fois qu'on ouvre la bouche, on a l'impression qu'on nous demande, qu'on doit dire « excuse-moi monsieur, excuse-moi madame ». Donc il faut refuser ça. Il y a un certain nombre de principes qui doivent être pour nous. Gabriela n'a pas besoin de s'excuser pour aller à l'université, pour aller à Maisonneuve, pour faire des enfants, pour vivre
décemment dans la ville. Il faut dire, voilà comment je veux vivre dans la ville. Donc, ça, c'est fondamental. Alors, est-ce que finalement, c'est à nous qu'on doit raconter des histoires, à soi-même? Et personne ne te racontera ta propre. Personne ne te dira que tu es belle. Tous les matins, tu te réveilles, tu dis, moi, Michel, je suis une belle femme. Et quand, dans l'autobus, un raciste te regarde, te dit autre chose, c'est à toi-même. Et quand tu lis James Baldwin, quand tu vois ce qui arrive avec les Afro-Américains aux États-Unis, les Afro-Américains, ils disent peut-être le matin 50 fois à leurs enfants, ils mettent dans les boîtes à lunch « I love you ». Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il ne suffit pas de donner à manger seulement, mais il faut donner de l'amour. Et j'avais pris ça chez toi, et Bell Hooks, qui a écrit sur... À propos de l'amour. C'est fondamental qu'on donne de l'amour. On ne donne... Parce que si nous sommes sans amour, c'est comme un arbre qui est desséché. Tout le monde a besoin d'amour pour respirer. Tout le monde a besoin d'avoir une idée de soi-même. Et quelle idée qu'on nous donne de nous-mêmes? Quelle idée qui nous fait grandir? Et c'est à nous de nous raconter cette histoire. C'est à nous de sortir de l'esclavage dans lequel on nous a mis. Parce que l'esclavage, ça peut rester dans notre tête. Ben, c'est le poids de l'histoire, le poids des mots. Donc, c'est ça. Merci René. Gabriella, raconter des histoires pour qui? Pour soi? Pour les autres? Raconter son histoire pour qui? Pour nous? Pour nous-mêmes ou pour les autres? D'abord pour soi. Raconter comment... notre parcours, se raconter notre parcours. Déjà, moi, je suis née ici. Mes parents sont nés en Haïti, leurs parents aussi. Puis je pense que j'ai dû faire face à toute cette quête identitaire. Déjà, moi, quand j'étais jeune, on mettait l'étiquette d'immigrante, alors que j'ai jamais passé par le système d'immigration. J'ai aucune idée c'est quoi les démarches ou whatever, rien de ça. T'es pure laine. Hein? T'es pure laine, finalement, tu viens d'ici. Ah, ben, je me suis jamais identifiée comme pure laine, mais... OK, pure laine. C'est ça le nouveau visage des Québécois. Québécoise pure laine. Pardon? Pure laine crépue. Pure laine crépue, oui. Un nouveau terme, pure laine crépue. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait face à toute cette quête identitaire. Donc, j'ai dû comme fouiller pour mes propres racines, puis aller me raconter ma propre histoire, poser des questions. Ça, c'était pas des histoires que j'aurais pu trouver dans les livres. Poser des questions aux grands-parents, à la famille, c'était comment, etc. Pour me raconter ma propre histoire, puis pouvoir moi-même la raconter à mes enfants. Et ensuite, un peu m'éduquer sur l'histoire des Afro-Québécois d'ici, sur un territoire où que j'essaie de pas m'excuser justement d'exister, de faire des enfants, de créer, de faire des projets. Donc, je pense que ça, c'est important. Puis, je veux juste dire, bien que je sois libraire, puis j'adore les livres, comme tous les moyens d'expression sont bons. Je vois les jeunes en ce moment, il y a vraiment une démocratisation. Ils prennent leur place. Ils font des podcasts, il y a des émissions de radio, il y a d'excellents contenus. Puis j'ai aucune crainte. Je pense que la lutte antiraciste, c'est quelque chose qui nous passionne puis qui nous unit, moi puis Rodney. Puis quand je vois la jeunesse, je la trouve vraiment inspirante. Il y a peut-être pas... ils publient peut-être pas beaucoup de livres, mais ça, il y a des barrières pour ça, puis il y a toutes sortes de raisons, mais ils créent du contenu, puis ils ont des choses à dire, puis ça, je trouve ça c'est un point super positif que je trouve par rapport à ça. C'est parfait, tu fais la passe à ma dernière question pour vous ce soir, mais avant ça, j'aimerais souligner ce que tu viens de dire. Des histoires, nos histoires, on les trouve pas actuellement dans les livres, ou encore trop peu, et il y a cette importance de transmettre. Tu parles de nos jeunes, c'est eux la relève. Et d'un côté, je pense qu'on peut se féliciter aujourd'hui si nos jeunes prennent autant de place et osent le faire. C'est parce qu'on leur a aussi transmis ce goût-là. Et tu l'as dit, ça prend plusieurs formes. C'est quoi? Comment aujourd'hui on se raconte le mieux? Comment on peut prendre la parole? Comment les personnes aujourd'hui dans la salle peuvent raconter leur histoire? Quelle plateforme? Quelle façon? Mais l'idée, c'est de raconter. Ils prendront les plateformes qu'ils veulent, les gens, et avec les langues qu'ils veulent aussi, parce que c'est important de ne pas donner d'injonctions aux gens
de s'exprimer en telle langue, les gens s'expriment en n'importe quelle langue. Pourquoi c'est important et c'est fondamental, comme je le disais? Par exemple, l'Afrique du Sud, j'ai lu sur l'Afrique du Sud. J'ai lu très jeune, j'ai lu sur l'apartheid de l'Afrique du Sud, mais je lisais que des Blancs qui écrivaient sur l'apartheid. Donc, c'est bien de lire Une saison blanche et sèche, de voir le film. Donc, tout ce qui me revenait comme littérature venait de... Et j'ai même rencontré à la Martinique l'auteur. C'est très, très bien. Et j'ai découvert la même histoire, en fait, écrite par la première femme noire africaine de l'Afrique du Sud, la première femme, Sindiwe Magona, que d'ailleurs j'avais invitée à Montréal. Mais les perspectives sont différentes. Donc, l'histoire de la chasse, si elle est racontée par le tigre, ce n'est pas la même histoire si elle est racontée par le chasseur. Donc, c'est ça qui est peut-être... Finalement. C'est les perspectives. Il faut changer les perspectives. Je travaillais comme professeur à l'université, professeur invité à Tallahassee, et on m'a raconté l'histoire de l'une des premières universités noires qui était à Tallahassee. Mais la personne, c'était un ami, il n'était pas du tout raciste. Il me racontait une histoire qu'on lui a racontée en me disant qu'il y a là une université technique, agricole, etc. C'est moi-même en fouillant, j'ai vu que James Baldwin est passé à cette université. J'ai vu, c'est-à-dire que j'ai été moi-même faire mes propres recherches pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on regarde le monde suivant qu'on est blanc, suivant qu'on est jaune ou qu'on est noir. Ce n'est pas le même regard qu'on porte sur le monde. Et même quand ce sont des alliés, les alliés voient ce qu'ils peuvent voir. Donc, vous voyez, donc même quand ils peuvent nous rendre service, mais quand je lis Sindiwe Magona sur l'apartheid, Sindiwe Magona a une position de victime de l'apartheid. Ce n'est pas un constat de faire du bien, ce n'est pas un constat humanitaire, c'est celle qui, dans sa chair, a vécu. Donc, c'est une littérature basée sur des expériences réelles. Donc, vous voyez, je viens de publier un livre là de Henri Quénol qui parle de le désespoir des anges, qui parle de Cité Soleil. C'est intéressant. Dans cette perspective-là, c'est les gens à l'intérieur de la cité qui parlent. La violence qui révolte, ce n'est pas quelqu'un qui regarde, ce n'est pas un reportage de journaliste sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, ce qui est important pour nous libérer, il faut libérer nos voix. Il faut libérer nos voix. Les hommes avaient l'habitude de faire ça, j'imagine qu'ils le font moins. On peut demander, tu peux trouver un homme qui parle d'une femme, qui parle des règles, qui parle de... etc. Et puis le mec pense qu'il a raison. Et il ne sait rien. Le mec peut parler d'accouchement, il peut parler de choses qu'il ne sait pas. Il n'a pas expérimenté. Il ne connaît pas. Il peut avoir une idée. Avoir une idée et connaître, c'est autre chose. Donc, je pense que nous devons nous raconter. Et toutes les nations, qu'ils soient blancs, la personne, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune, qu'elle soit rouge, et c'est en racontant, on va témoigner de notre humanité. Pour finir, dans le livre qui s'appelle « Le contrat racial » de Charles Mills, il y a une histoire qui est racontée. Un général américain a tué près de 500 Vietnamiens. Après, ce colonel est passé à la cour. À la cour, la justice internationale, on lui pose la question, est-ce que vous savez que vous avez tué 500 Vietnamiens? Il a dit oui, je les ai assassinés. Et puis on lui a dit, est-ce que vous savez que c'est passible de crimes contre l'humanité? Il a répondu, en vérité, je ne savais pas que c'était des êtres humains. Parce que personne ne m'avait dit que les Vietnamiens étaient des êtres humains. Donc vous voyez ce qui se passe à Gaza là? Est-ce que vous pensez que les soldats qui tuent les gens de Gaza pensent que ce sont des enfants qu'ils tuent? Non.
Dans leur tête, ce n'est pas des enfants. Si c'était des enfants, on n'aurait pas raconté cette histoire de Gaza, ce génocide, comme on le raconte. Parce que dans leur tête, c'est soit des terroristes, c'est soit des... Ils peuvent bombarder. Est-ce que vous voyez, ils ne pourraient pas bombarder des villes où il y a des êtres humains. C'est pourquoi notre témoignage consiste à dire tous les jours que nous sommes des êtres humains pour entrer dans le cercle de l'humanité. Merci, Rodney. Je pense que ça laisse personne indifférent. C'est des mots forts, c'est des mots lourds, mais c'est des mots qu'on doit entendre aussi. Est-ce que tu serais d'accord de dire, Gabriela, que au final, n'importe quel espace est bon pour raconter nos histoires et se réhumaniser pour prendre finalement notre place? Je te laisse le mot de la fin. Je pense que oui, parce que l'important, c'est de ne pas rester à sa place, la place qu'on veut que tu restes, c'est-à-dire la place de s'excuser, d'être calme, d'être docile, de rentrer dans un certain cadre. Tant que tu ne restes pas à ta place, que tu te dises que tu es beau, que tu es belle, que tu es capable, malgré ce que le monde extérieur peut te renvoyer comme image, je pense que c'est parfait. Tous les espaces sont bons pour s'exprimer. Surtout en ce moment, on a besoin de tout l'amour, de prendre tous les espaces, que ce soit les médias sociaux. Moi, les médias sociaux, je regarde à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou que Trump dit quelque chose surtout ce qu'on a vu, ce qui a été dit sur la communauté haïtienne. Moi, j'ai été sur Twitter pour rire, chercher du réconfort et surtout lire des analyses et comprendre un peu plus et surtout aller chercher comme communauté. Puis je pense que même des espaces virtuels permettent aussi de se mettre ensemble, puis de se réconforter, de se dire que ça va bien aller, etc. Puis je pense que c'est important, tous les espaces qu'on peut. Ouais. Merci à vous deux. Moi, ce que j'entends là de ce que vous dites, finalement, c'est que raconter nos histoires, c'est un acte fort de réaffirmation de soi, de son humanité, mais aussi une arme, en quelque sorte. C'est comme un acte de résistance. Un acte de résistance. C'est un acte de résistance, raconter ces histoires. Ouais. On va prendre quelques questions du public. 2 questions. Oh, on a été bavards. Je vous remercie encore chaleureusement, Gabriela et Rodney. Merci beaucoup. À qui la chance de poser 2 questions à nos panélistes? Donc, merci beaucoup. Je salue M. Saint-Éloi et également vous, les 2 animatrices. Est-ce que le fait de raconter... Je vous interromps une petite minute. Je suis l'animatrice, puis Rodney et Gabriela sont mes 2 invités. Excellent, excusez-moi. Donc, bonjour Chantal. Josué Corville, conseiller de ville de Saint-Michel. C'est un plaisir. Est-ce que l'acte de raconter une histoire, est-ce que c'est un procédé qui est anodin? Je vais laisser le poète commencer. Non, regarde, merci Josué d'être là. Et d'ailleurs, tu es toujours là pour peut-être raconter ton histoire. Et jeudi dernier, j'ai appris une terrible nouvelle. Franck Etienne est décédé. Et jeudi matin, vendredi, ça a fait le tour du monde. OK, Franck Etienne, c'est celui qui a raconté son histoire et qui nous a dit Kembela. Il ne disait pas plutôt nous l'aide nous là. Donc, parce qu'il faut raconter des histoires contre ce qu'on nous a raconté. Je ne parle pas créole. Est-ce que tu peux... Oui. Excuse-moi. Plutôt nous l'aide nous là. Donc, c'est un thème assez haïtien qui dit et mieux vaut être laid, être vivant, même laid. Donc, et nous, on dit beau et vivant. Donc, c'est ça quand on écrit. C'est pas on nous tolère, on nous... Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas un acte anodin parce que hier matin, je disais dans Le Devoir, on parlait de Franck Etienne à côté de Gauvreau, à côté de tous les grands
québécois. C'est-à-dire que pour une fois, on parle d'Haïti et c'est pas pour dire c'est les gangs, c'est pas pour dire c'est la méchanceté, c'est pour une fois tu lis quelque chose, on te dit il y a une humanité dans ce pays appelé Haïti et cette humanité est portée par Franck Etienne. Quand vous lisez Jacques Roumain, il y a quelqu'un qui disait mais un pays qui a produit Jacques Roumain, ce pays ne peut pas mourir. Quand vous lisez Jacques-Stéphane Alexis, Marie Vieux-Chauvet, quand vous lisez Yannick Layens, vous lisez Gary Victor, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand les gens racontent, les gens ne racontent pas simplement. Ce n'est pas une activité mégalomane, je parle de moi, non. Quand le livre devait être publié chez Gallimard, Gallimard m'a dit d'enlever l'arrière-fond. Et j'ai dit non. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'arrière-fond? L'arrière-fond, c'est Haïti. De laisser les personnages entre eux, d'enlever l'arrière-fond. C'est-à-dire, on m'a demandé d'enlever ma rivière Casimir, d'enlever mes anolis, d'enlever mes chevaux, d'enlever les cabris. C'est ça qu'on m'a demandé d'enlever. Sur toute l'histoire. On m'a demandé d'enlever ce qui fait de moi ce que je suis. Et il faut être capable de dire non. Et il faut maîtriser notre narration aussi. Parce que si ce n'est pas vous qui maîtrisez votre narration, on va vous dire non, non, il y a trop de créole, mais c'est ma langue. Je vais traduire pour toi, mais c'est ma langue. Je ne peux pas écrire le français comme si j'étais à Paris. Non. Quand j'écris le français, c'est Bertha qui parle dans ma tête. Bertha pas rien pour le français. Contita pas rien pour le français. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas trahir. OK? Donc, il y a Toni Morrison qui dit une chose, quand vous témoignez, quand vous écrivez, essayez de ne pas trahir la voix des gens. Je dois sentir que Bertha s'est coupé cloué l'a danser. Il n'est pas capable de danser Vivaldi. Bertha va danser coupé cloué. Et les gens vont chercher sur Facebook, sur Internet, qu'est-ce que c'est que coupé cloué. Donc c'est ça, écrire pour résister. Ce n'est pas anodin, Josué Corville. Écrire, c'est ce qui fait que... Écrire et puis lire aussi. Je dirais lire. Quand on lit James Baldwin nous dit de rester debout, de résister. Et en ces moments-là, il faut vivre avec ça. C'est comme des vitamines. Tous les matins, essayer de lire un Ténor Firmin qui écrit de l'égalité des races humaines. Essayez d'avoir des livres qui vous donnent envie de regarder le soleil et de dire que vous êtes debout. C'est ça. Merci, Rodney. Je rebondis la question sur toi, Gabriela. Est-ce que diffuser ces livres, c'est un acte anodin? Non, pas du tout. Puis je pense que c'est important le travail que tous les auteurs, autrices font, surtout ceux de Montréal, etc. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile dans le milieu. Puis moi, je réaffirme encore que c'est un acte de résistance. Puis moi aussi, j'écris, puis c'est vraiment pas facile. On te demande toujours de changer certains mots. Des fois, on veut pas que tu utilises le mot génocide. Des fois, c'est le mot raciste. J'ai écrit beaucoup d'articles où on m'a dit je veux pas que tu... Est-ce qu'on peut changer le mot racisme pour discrimination? Est-ce qu'on peut changer... On essaie toujours de changer les mots importants, les mots les plus porteurs pour des termes plus doux, pour que ce soit plus digestible pour le public, pour les gens. Puis ça, c'est aussi beaucoup parce que les personnes en position de pouvoir, ben, peut-être qu'ils sont pas dans mes chaussures. Ça a rarement été des femmes noires qui m'ont demandé de changer des mots, de changer des images, de changer des titres, etc. Donc, c'est toujours pas facile. J'ai un livre jeunesse qui va sortir cet été. Bravo. Puis, j'ai tellement été habituée d'être censurée, qu'on veut pas que je mette des mots en créole, etc., que quand j'ai dit non, je veux que le titre, ça s'appelle Grande, etc., je vais pas dire le nom complet, que je m'attendais déjà à défendre. Ça, c'est à quel point c'est pas facile dans le milieu. Des fois, je dis des idées où j'ai des positions, puis je suis déjà sur la défensive, mon corps est déjà comme, OK. Puis des fois, ça se passe bien, puis là, OK, c'est correct, je peux utiliser ce terme-là, mais c'est tellement que c'est imprégné, que je dois me défendre, que je dois pousser. Puis
tandis que ça fait partie de moi. Tu sais, ma grand-mère, c'est grande, c'est normal. Il y a des mots, il y a des chansons, il y a un certain type de paysage. C'est ça, c'est la réalité. C'est comme ça. Je comprends pas pourquoi des fois on essaie de me faire changer quelque chose qui est réel. Un génocide, c'est un génocide. Des fois, il faut appeler un chat un chat. Mais bon. Faut se préparer, faut le faire, faut le penser, faut le vouloir, puis ensuite, faut se préparer à se battre et à défendre son idée. Exact. Donc, lire des livres, un peu comme le professeur qui m'a donné cette envie de continuer, etc., à travers les livres. Aussi, des fois, je peux écouter ou lire des personnes comme Rodney ou des livres publiés par sa maison d'édition. Ça me fait comprendre que, OK, c'est pas moi le problème. C'est vraiment pas moi le problème. Puis ça, c'est important. Puis j'aurais aimé ça qu'on me dise ça même plus jeune. C'est pas toi le problème, c'est pas tes cheveux le problème, c'est pas la couleur de ta peau le problème. Quand tu lis des livres comme Noir sur surveillance, je disais juste le titre, c'est juste comme, wow, OK, il y a quelque chose, il y a une surveillance. C'est pas toi. C'est pas toi le problème. C'est pas une illusion, c'est pas dans ta tête. Il y a quelque chose qui se passe, puis il faut le comprendre. Ouais. Merci. Ouais. Oh, il y a une dernière question. Encore une dernière question. Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, je ne veux pas poser une question. Je veux juste remercier l'auteur, la libraire. En tant qu'enseignante, moi, ça va faire ma 35e année cette année. Et je vous dirais, ça fait à peu près 10 ans que je commence à lire des albums jeunesse où est-ce que les protagonistes sont noirs dans ma classe, dans mon école. Cette année, je pense que j'ai mis une centaine de livres dans la bibliothèque de l'école disponibles pour les élèves. On n'a jamais autant eu par rapport à ça. Je veux vous remercier. Je pense que c'est important parce que les jeunes doivent pouvoir aussi voir ça. Moi, dans mes débuts, je lisais avec les animaux, avec les nuages. Et puis, c'est quand j'ai fait j'ai commencé à réaliser, mais moi, je ne lis jamais sur moi. Mais je me suis retournée, mais j'en avais pas. Il n'y avait pas de livre là-dessus. Je pense que j'avais peut-être un seul livre, puis la fille était métisse. Puis de plus en plus, ça arrive. Donc, je veux vraiment vous remercier en tant qu'auteur et en tant que libraire de mettre ça accessible pour les jeunes. Merci. On va rendre le micro. On va encore remercier et applaudir chaleureusement nos invités. Merci beaucoup de votre présence. Merci pour votre travail. Et merci au pôle de créer des espaces comme ça où on peut mettre de l'avant ces histoires et ces initiatives. Merci Michel. Merci.